Bonjour et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale consacrée ce soir à cette annonce surprise de Jean-Pierre Bel. Le président du Sénat quittera son fauteuil à l'automne. À 62 ans, il renonce à la politique. Une décision personnelle qu'il explique dans une interview exclusive que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Nous reviendrons aussi sur le parcours de cet homme inconnu du grand public il y a encore 3 ans et qui a incarné l'alternance à gauche du Sénat. C'est un coup de tonnerre au cœur du palais du Luxembourg. Jean-Pierre Bel ne sera pas candidat à sa propre succession à la présidence du Sénat à l'automne 2014. Il renonce à toute fonction élective. Portrait de ce proche de Lionel Jospin qui a débuté sa carrière comme maire d'une commune de la montagne ariégeoise il y a 31 ans, Flora Sauvage. Premier socialiste à la tête du Sénat dans l'histoire de la Ve République, Jean-Pierre Bel va repartir comme il est arrivé, dans la discrétion. Son engagement politique a démarré par la Révolution. Dans sa jeunesse, Jean-Pierre Bel est trotskiste. Avril 1974, il part à Lisbonne pour participer à la Révolution des œillets. Mais quelques années plus tard, il rejoint le Parti socialiste. Élu maire de Mijanès, une petite commune de l'Ariège, il gravit progressivement les échelons dans la Fédération du Midi-Pyrénées. Conseiller régional, conseiller général, Jean-Pierre Bel rencontre celui qui deviendra son mentor en politique, Lionel Jospin. J'étais un peu son bras droit, à la fois au sein du Parti socialiste et puis dans les campagnes comme la campagne pour les élections régionales en 92, où j'étais le responsable de la campagne. Élu sénateur de l'Ariège en 1998, Jean-Pierre Bel devient président du groupe socialiste du Sénat 6 ans plus tard. Au Palais du Luxembourg, il entretient l'image du sénateur ancré dans son terroir. Moi, je me sens un Ariégeois perdu dans la foule. Méconnu du grand public, Jean-Pierre Bel a son quart d'heure de notoriété lors des assauts répétés du groupe socialiste contre la réforme des retraites. Il est encore temps, mesdames et messieurs, de s'adresser au président de la République, car lui seul a la possibilité de vous dire « suspendez les débats ». Lors de la course à la primaire socialiste, Jean-Pierre Bel prend parti pour François Hollande contre Martine Aubry, à l'instar de nombreux sénateurs. En 2011, il se présente pour la 3e fois à la présidence de la Haute Assemblée face au sortant Gérard Larcher. Et cette fois, c'est la victoire. Une élection historique après la bascule du Sénat à gauche. À 62 ans, Jean-Pierre Bel annonce qu'il quittera son fauteuil en septembre prochain. Il ne sera pas candidat à sa propre succession et dit renoncer à la vie politique, à l'image de celui qui fut son mentor, Lionel Jospin. Mickaël Zamès, notre journaliste, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Mickaël. Alors est-ce que, comme Lionel Jospin, son mentor Jean-Pierre Bel a voulu prendre en main son destin politique? Oui, on peut dire ça. C'est une décision politique et très personnelle. Tout d'abord très personnelle parce que c'est d'abord sa vie privée. Il le dit, j'ai décidé de quitter la vie politique pour différentes raisons qui lui sont propres, mais c'est aussi une vraie décision politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'extraordinaire. On se pose beaucoup de questions sur cette décision. Mais demain, dans quelques années, nous dit-il, ce qui est extraordinaire aujourd'hui sera ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura le non-cumul des mandats et que peut-être on aura beaucoup de personnalités importantes de la vie politique qui prendront le même chemin que Jean-Pierre Bel aujourd'hui. C'est un peu ce qu'il a voulu faire, c'est montrer l'exemple aujourd'hui de ce que les politiques devraient faire. À 62 ans, il ne partirait pas sur un autre mandat de plusieurs années, encore une fois. Il dirait, j'ai presque 70 ans et c'est largement l'heure de quitter la vie politique. Place aux jeunes, pourrait même-t-on dire. Et c'est vrai qu'il fait un petit peu ce que Lionel Jospin avait fait, d'une autre façon, évidemment. On n'est pas en 2002 avec le côté « j'ai décidé d'arrêter la vie politique parce qu'il avait perdu l'élection présidentielle ». Mais c'est aussi ce qu'avait fait Bertrand Delanoë il y a quelques semaines, autre jospiniste qu'il a eu au téléphone d'ailleurs aujourd'hui, comme Lionel Jospin, avec qui ils se sont longuement entretenus. Bertrand Delanoë, je fais 2 mandats et je m'arrête. Non, jamais de la vie. Eh bien si, Bertrand Delanoë aussi l'a fait, 2 mandats et je m'arrête. On verra ce qu'il fera plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait dire que le rêve des jospinistes, c'est-à-dire le mandat politique, je prends des décisions, je m'y tiens et je m'arrête. Voilà, c'est aussi ce que fait Jean-Pierre Bel. Et on peut dire aussi qu'il a quelque part son avenir aussi tout tracé, parce qu'il le dit lui-même dans une interview que vous pourrez voir tout à l'heure. Il tient toujours à servir le pays, d'une autre façon, bien évidemment. Mais là, c'est très important parce qu'il y a l'attache, encore une fois, à la France. Et c'est ce qui lui tient très, très à cœur. Il envoie ce message, on n'est pas propriétaire de son mandat et finalement c'est un message de rénovation de la vie politique. Ouais, c'est ça, c'est le non-cumul des mandats, peut-être un petit peu avant l'heure. On le sait qu'il était très attaché à cela. Au Sénat, c'était plus difficile à convaincre les sénateurs, on le sait bien, on en a beaucoup parlé ici. Mais lui était plutôt attaché à cela. Martine Aubry l'avait imposé à l'époque, avant les primaires de 2011.
Mais là, il le met en œuvre et, comme je vous le disais juste à l'instant, il montre l'exemple aussi aux autres sénateurs en disant « Regardez, moi je l'ai fait, peut-être que vous devriez faire un petit peu pareil ». Merci Mickaël. Vous restez avec nous pour cette édition spéciale. Élu en 2011 face au président sortant, l'UMP Gérard Larcher, Jean-Pierre Bel quittera donc son fauteuil après 3 années de mandat et un bilan plutôt mitigé. Aurélien Romano. Les 3 ans de présidence de Jean-Pierre Bel n'ont pas toujours été une sinécure pour l'ancien sénateur de l'Ariège. Les textes budgétaires, réforme des retraites, non-cumul des mandats, toutes ces lois essentielles pour la gauche sont rejetées par le Sénat où la majorité ne tient qu'à 6 voix. Surtout, cette majorité formée de 4 groupes parlementaires n'est pas toujours unie et le dernier mot revient souvent à l'Assemblée nationale. Le Sénat s'est-il effacé sous la présidence de Jean-Pierre Bel ? Comme président du Sénat, je l'ai trouvé, je reconnais, moins impliqué que comme président de groupe. Pour ses soutiens, ce trait de caractère est une qualité. Jean-Pierre Bel, ce n'était pas un homme qui se mettait en avant tous les jours, ce n'était pas un homme qui était tous les jours dans la presse, mais c'était un homme qui faisait son devoir et qui faisait son travail et qui continuera à le faire jusqu'au bout. Mais le Sénat a perdu des points dans l'opinion. D'abord pendant le vote de la loi sur le non-cumul, les sénateurs voulant s'exonérer de cette loi. Mais c'est surtout l'affaire Dassault qui a entaché l'institution. Le bureau du Sénat ayant refusé à 2 reprises de lever l'immunité du sénateur de l'Essonne. Une blessure pour Jean-Pierre Bel qui n'a pas réussi à imposer son point de vue. C'est la pire journée que j'ai vécue au Sénat depuis mon élection à la présidence. Il faudra un 3e vote sur la levée d'immunité, mais à main levée cette fois-ci pour que les choses rentrent dans l'ordre. Les efforts de Jean-Pierre Bel se sont alors focalisés sur la réforme de l'institution, avec des résolutions sur l'absentéisme des sénateurs et sur la transparence. Alors Mickaël, on vient de le voir, un bilan plutôt contrasté pour le président du Sénat. Que faut-il garder de son bilan? C'est un homme atypique, peut-être, parce que, on vous l'avait répété avec Aurélien Romano, on ne va pas refaire un petit peu tout ce qui a été fait, ni fait peut-être, ou pas au Sénat. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un homme qui politique comme les autres. Tout simplement parce qu'il ne va pas chercher la dépêche AFP, parce qu'il ne va pas chercher à être présent médiatiquement un petit peu partout, ce qui lui a été beaucoup reproché par la droite notamment, mais aussi dans son propre camp, défendre l'institution Sénat alors qu'elle était attaquée. Pourquoi? Parce que au Sénat, il n'y a pas de majorité claire, elle n'est que de 6 sièges, donc il est très difficile de faire passer les textes. Et ça, on nous l'a répété, expliqué pendant déjà presque 2 ans depuis son élection. On nous a très clairement fait comprendre que si aujourd'hui les textes n'étaient pas votés, c'est parce que tout tenait à cette majorité et pas forcément à l'action du président du Sénat, ce qui n'empêche qu'il a été beaucoup critiqué pour son manque de présence, peut-être médiatiquement, ceci explique peut-être cela, mais autre chose aussi, c'est que cet homme discret, peut-être un peu trop, effectivement, est un homme politique qui n'est pas un tendre. Il ne faut pas croire que Jean-Pierre Bel est arrivé comme ça. On n'est pas à 16 ans parlementaire en étant un jeune premier ni un tendre en politique. Ça n'existe quasiment pas, les tendres en politique. Et on n'a pas été président de groupe du Parti Socialiste pendant tant d'années sans être non plus un tendre en politique. Donc du coup, toute cette sortie aujourd'hui, elle est programmée. C'est très clair. Il y a 5 semaines de vacances parlementaires. On est en pleine période des élections municipales. Pendant 5 semaines, le Parlement ne siège pas à l'Assemblée comme au Sénat. Donc, ce qui veut dire que pendant ces 5 semaines, ça va se calmer. On va beaucoup en entendre parler, à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réactions. Mais qui en parlera peut-être dans 5 semaines? Peut-être plus personne. À l'heure des élections sénatoriales, ça sera encore autre chose. Merci Mickaël. Le retrait à venir de Jean-Pierre Bel ouvre une nouvelle séquence pour désigner son successeur à la présidence du Sénat. Et les prétendants sont nombreux, à droite comme à gauche. Julie Hulin. C'est une surprise. C'est quand même très curieux. Je ne m'attendais pas à cette décision. Ça m'a complètement surpris. Certains ont même cru quelques instants à un canular. À part quelques proches mis dans la confidence, avec son annonce, Jean-Pierre Bel a laissé les sénateurs stupéfaits et ouvert de suite une nouvelle porte, celle de sa succession. J'imagine qu'il y a beaucoup d'appétit. Je vois bien un certain nombre de dignitaires du Sénat qui sont déjà en responsabilité dans les groupes, à la vice-présidence, qui demain vont se positionner immédiatement. En tout cas, ils vont y penser très fort. Moi, je vous avoue que même en me rasant, je n'y pensais pas le matin. Si François Patria dit ne pas être dans la course, plusieurs profils s'imposent à gauche. François Rebsamen, influent président du groupe socialiste, connu pour son franc-parler, ou encore Didier Guillaume, vice-président du Sénat. Les 2 hommes sont des proches de François Hollande, mais également pressentis pour des postes de ministre en cas de remaniement. À droite, certains misent sur un basculement de la majorité sénatoriale en septembre. L'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, a déjà annoncé sa candidature. Jean-Pierre Raffarin pourrait également à nouveau se présenter.
Pour certains, des ambitions personnelles pourraient même faire apparaître de nouveaux visages au Sénat. Il faudra voir peut-être dans les candidats qui vont se présenter dans un certain nombre d'endroits s'il n'y a pas des personnes qui sont envoyées pour prendre la présidence du Sénat. Verra-t-on Madame Royal se présenter au Sénat alors qu'elle estimait que c'était une institution qui ne servait à rien ? Avant d'envisager un successeur, la gauche devra d'abord réussir à conserver sa majorité sénatoriale, une ambition conditionnée par les résultats des municipales, les grands électeurs pour la Haute Assemblée étant principalement issus des communes. Alors Mickaël, après cette annonce, une nouvelle ère s'ouvre au Sénat. Les cartes sont rebattues. Cette annonce de Jean-Pierre Bel va effectivement changer la donne. Changer la donne, en tout cas, ça remet un peu de piment sur les élections sénatoriales. Parce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, c'est déjà gagné, c'est plié. Tout va dépendre quand même des élections municipales, c'est très important. Alors ça remet un petit peu de sel, et là c'est vrai que les appétits vont s'aiguiser, et notamment au Parti Socialiste, bien évidemment, parce que si le Parti Socialiste, avec sa majorité des Verts et des radicaux, garde la majorité au Sénat, même si elle est faible, de 6 sièges, le président sera forcément issu de ses rangs. Alors on pense à Didier Guillaume, qui est aujourd'hui vice-président du Sénat, on pense à François Rebsamen, président du groupe PS, et on sait que là, évidemment, la bataille sera farouche. Pourquoi pas un troisième homme? On a beaucoup parlé aussi de Jean-Michel Bailey, le président du Parti radical de gauche. Il faut rappeler quand même que Jean-Pierre Bel est président jusqu'au 1er septembre 2014 et qu'en attendant, il prépare le terrain. Et le terrain, évidemment, il a quelques mois pour le préparer, ça on nous le doute. Le portrait qu'il dresse du futur président, il est dit dans l'interview, vous allez entendre, pas forcément une copie conforme. Pourquoi? Parce que à chaque époque, ces hommes, et pourquoi pas ces femmes. Merci beaucoup Mickaël, et vous le disiez tout de suite, je vous propose de regarder cet entretien exclusif de Jean-Pierre Bel accordé cet après-midi à Public Sénat et dans lequel le président du Sénat nous livre les raisons de son choix. Bonsoir Monsieur le Président, votre tribune dans un grand quotidien du soir, Le Monde, fait l'effet quand même d'une grande surprise. Je pense que c'est une décision inhabituelle dans le paysage politique français qu'on connaît aujourd'hui. Ma première question, elle sera très simple. Est-ce que c'est une décision, j'ai envie de dire personnelle, voire privée, politique, ou est-ce que c'est un peu tout ça en même temps? Bonsoir. Je pense que c'est un peu tout ça, parce que, bien sûr, ma première tentation, ça a été de la réduire à une réaction personnelle, puisque c'est une décision très ancienne que je porte en moi depuis très longtemps. Je me demande même si je ne la porte pas depuis les premiers jours où j'ai fait de la politique. Mais en réalité, je crois qu'à côté de cela, il y a aussi une envie de redonner confiance en la politique. Alors peut-être est-ce prétentieux de ma part, mais il y a un peu ça aussi quand même. Mais alors c'est une décision, j'imagine, mûrement réfléchie. Vous venez de dire que vous la portiez en vous. Et depuis quand? Depuis que vous avez commencé en politique ou depuis que vous étiez président du Sénat? Depuis que je fais de la politique, je me suis toujours promis d'être fidèle à certains principes. Alors, il ne faut pas en avoir trop, sinon on est vite pris à défaut. Mais 2-3 principes que je me suis toujours, je l'espère, appliqués. En particulier, vous avez vu que j'ai souhaité depuis 2008 ne pas cumuler les mandats. Donc j'étais en mandat unique, tout en étant sénateur. Et puis, bien sûr, l'autre principe, c'est plutôt de me comporter comme un citoyen en phase avec le monde dans lequel on vit et de ne pas donner l'image ou la caricature de ce que j'ai malheureusement quelquefois constaté. Vous savez, la vie politique, elle n'est pas facile. Et il y a un moment dans son cheminement où des petites fenêtres s'ouvrent. Et si l'on considère qu'à un moment il faut arrêter, il faut savoir choisir cette fenêtre. Si vous la laissez passer, plus tard, vous aurez 1000 raisons d'attendre, de ne pas écouter et de toujours considérer que vous êtes indispensable. Alors vous savez, les gens indispensables, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas tous aujourd'hui présents sur Terre. D'un certain point de vue, si on vous entend bien, c'est un choix, on va dire, assez moderne dans la conception de la politique. Oui, je voudrais bien arrêter quand on en a envie. Oui, je voudrais bien que la politique évolue. Je pense qu'elle va évoluer. Je pense que ce que l'on trouve un peu extraordinaire aujourd'hui sera dans quelques années tout à fait normal. Je pense qu'on ne trouvera plus d'élus très âgés occupant des fonctions très importantes. Ce n'est pas une question d'âge parfois, mais tout de même, on assiste à quelques
a quelques particularités qui sont presque un peu cocasses. Je pense que donc il faut maîtriser et surtout donner aux citoyens l'image contraire de ce qu'ils peuvent penser. Nous ne sommes pas propriétaires de nos mandats, je l'ai dit. Nous n'avons pas à nous accrocher éternellement à nos responsabilités. Ce qui compte d'abord, c'est les idées, les convictions que l'on porte. Et nous ne sommes pas les seuls à pouvoir les porter, même si j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie politique. J'avais beaucoup d'ambition. J'espère avoir réussi. Et puis il y a l'effet miroir. Vous savez, moi j'aime bien regarder cette espèce de miroir politique et être sûr que je n'ai pas à dévier dans mon chemin. Voilà. Alors, on dit souvent, Monsieur le Président, que la politique est un monde souvent cruel. Est-ce à dire qu'au fond, vous avez été un peu déçu par la politique ou même récemment? Non, c'est pas du tout de l'amertume. Non, absolument pas déçu par la politique. On prend des coups en politique. La politique est un combat très difficile. Moi, mon premier engagement politique, il n'était pas sur le terrain parlementaire. J'étais adolescent et je me suis engagé en politique en solidarité au peuple espagnol, à la jeunesse espagnole qui subissait à cette époque-là le joug franquiste. C'était un engagement direct, concret, dans une époque où on parlait beaucoup, mais moi j'avais plutôt besoin d'action. Donc je sais que c'est dur et j'ai pris des coups dans ma vie politique et c'est un peu normal et je n'en veux à personne. Peut-être aujourd'hui puis-je être un peu sceptique sur une certaine évolution de la politique. Vous savez, il me semble, sans vouloir passer dès aujourd'hui pour un affreux ringard, il me semble que ce qui nous motivait aussi dans la politique, c'était la volonté de s'affirmer, donc de travailler sérieusement sur des dossiers pour faire avancer les choses. Quand aujourd'hui je vois que pour exister politiquement, la quête d'un certain nombre de mes collègues ou amis, c'est d'avoir une reprise dans une dépêche AFP et pour cela être prêt à faire beaucoup de choses. Donc ça, c'était pas votre conception de la politique. Voilà. Il y a un peu de déception quand même. C'est pas une déception. De la pratique. C'est un constat d'une évolution, mais parce que vous m'entraînez sur ce chemin. Oui. Ça n'a pas de rapport direct avec la décision, qui est une décision ancienne que j'ai annoncée à François Hollande, alors même qu'il était candidat à la primaire. C'est à ce moment-là que vous lui en avez parlé. C'est il y a 3 ans que, d'une certaine manière, j'ai acté cette décision. Lorsque j'ai été élu président du Sénat, et ce fut bien sûr pour moi en particulier un événement considérable, ma décision a été prise, je n'irai pas au bout de ce mandat. J'aurais été sénateur 16 ans. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, si ce n'est pas trop indiscret à l'époque? Il a essayé bien sûr de me faire changer d'avis, mais François Hollande me connaît bien. Et il a compris qu'il n'y arriverait pas. Donc voilà. Qui d'autre à part lui, parmi vos proches politiques, était dans la confidence? Et depuis combien de jours? Personne. Donc par exemple, vos proches dans votre cabinet, vos proches politiques, personne n'est au courant. Personne. Et donc aujourd'hui, est-ce que certains, dans cette maison, au Sénat ou ailleurs, peuvent se sentir un peu orphelins politiquement quand même? Vous êtes le deuxième personnage de l'État, vous allez les quitter au mois de septembre prochain. C'est pas forcément simple à vivre pour eux, non? Nous allons en parler, vraiment je leur demande de me comprendre. Je pense que nous affirmons beaucoup de principes, beaucoup d'engagements, et celui-là était un engagement fort pour moi. Je crois qu'il est une marque de ma personnalité là aussi. Et comment le faire vivre? Il était totalement impossible que je puisse le faire savoir, car j'avais envie d'exercer cette mission de président du Sénat qui m'a passionné dans son entier et être à fond dans cette fonction et en toute plénitude. Par conséquent, vous le savez bien, si vous mettez dans la confidence 3, 4, 5 personnes, c'est fini. Donc à partir de là, avec le président, nous avons gardé ce secret qui n'est pas un secret d'État, qui signifiait simplement que au bout de 16 ans de vie parlementaire, j'ai décidé de ne pas en faire 22. Voilà. D'arrêter là. Alors c'est pas encore l'heure du bilan puisque vous êtes président du Sénat jusqu'au mois de septembre prochain. Si je vous demandais quand même comme ça, votre meilleur souvenir en politique, ce serait quoi? En politique En politique, et peut-être depuis que vous êtes président de cette maison. Le meilleur souvenir, la plus grande journée, c'est lorsque j'ai été élu président du Sénat. Je me souviens du Palais de Luxembourg qui bruissait journée historique. De manière tout à fait inhabituelle. Et pour moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne vais pas m'y attarder, avec mon chemin de vie,
comment je suis venu à la politique, d'où je viens, fils de famille ouvrière dans une cité populaire, devenir président du Sénat, c'était quand même formidable. Ce qu'il est aussi beaucoup, c'est lorsque je suis devenu maire de mon petit village. Parce que le jour où vous devenez maire, donc avec cette responsabilité très forte, ça veut dire que vous êtes responsable, pour moi c'était peu de gens, ce village avait 80 habitants. Et puis j'étais maire d'une commune plus importante ensuite. Mais ça ne fait rien. Quand vous décidez de vous consacrer à l'intérêt général, de vous mettre au service de la République, j'emploie ce mot, parce que la commune c'est aussi la République, et à ce jour-là vous vous sentez un autre homme dans le fond. Alors je vous ai demandé votre meilleur souvenir, j'ai aussi envie de vous demander peut-être qu'il y a des mauvais souvenirs. Si vous pouvez m'en citer un. Alors, encore une fois, si c'est pendant ces 3 ans de présidence... Je vous laisse répondre. Si c'est pendant ces 3 ans de présidence, c'est bien sûr le jour où nous n'avons pas levé l'immunité parlementaire pour M. Dassault. Non pas que j'en veuille particulièrement à M. Dassault, mais je pense que la façon dont les choses se sont faites ne convenait pas et ne donnait pas... Vous l'aviez dit à l'époque, hein, vous avez été assez meurtri, enfin presque choqué par cette... Oui, pas... Ça a pesé dans votre décision, ça, finalement, ou ça a confirmé ce que vous pensiez depuis un petit moment? Il y a beaucoup de choses qui ont confirmé. Hein. Ouais. Donc ça a pu... c'est un élément. Ça a pu jouer, mais c'était décidé, c'était annoncé. C'était pas écrit, puisque j'ai écrit ma tribune ce week-end. Ouais. Mais bon, c'est pas... voilà, ça m'a un petit peu choqué, mais encore une fois, sans faire d'obsession particulière sur ce sujet. J'ai très mal vécu le jour où Lionel Jospin n'a pas été au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est une journée terrible, à la fois par rapport à cet homme pour lequel j'ai de profonde admiration, et aussi par rapport aussi à ce que ça signifie pour la France. Lui aussi a abandonné la vie politique à un certain moment, dans d'autres circonstances. Dans cette circonstance-là, ceux qui le connaissaient comme moi n'ont pas été étonnés. Voilà, mais c'était aussi la raison qui peut provoquer un choc pour un citoyen lambda, c'est aussi de voir le Front National sélectionné pour le deuxième tour d'une élection présidentielle. Alors, au mois de septembre prochain, il y a des élections au Sénat, il y a un renouvellement. Vous ne le serez plus, donc, puisque vous l'avez annoncé président du Sénat, de toute façon, quels que soient les scénarios. Quel serait le bon profil du prochain président du Sénat? C'est quelqu'un qui vous ressemblerait ou pas? D'abord, vous savez, je vais bien me garder de désigner mon successeur. C'est pas ce que vous m'avez demandé. Non, vous pouvez avoir un peu d'influence. Je connais trop la vie politique et j'ai trop de respect pour mes amis, pour mes collègues, pour le jour où j'annonce que je ne renouvellerai pas mon mandat, désigner moi-même celui qui peut être président du Sénat. Pour moi, et pardon à mes collègues de l'opposition, le bon successeur... C'est quand même un socialiste. Ce sera un socialiste, voilà. Il pourrait ressembler à... Si on dessinait un profil, non, c'est difficile. Je vois bien, Gilles, jusqu'où vous voulez m'amener. Et je ne vais pas vous dire qu'il faudrait qu'il me ressemble. Ce serait d'une préparation absolument incroyable. Et puis, je ne le pense peut-être pas forcément. À chaque époque, la personnalité du président doit, je crois, évoluer. Voilà, non, je pense qu'il faut, lorsqu'on ambitionne d'être président du Sénat, d'abord ne pas être revanchard, ne pas avoir une vision clanique, ne pas être dans l'opposition systématique, mais en même temps avoir des convictions fortes, avoir des idées politiques, et surtout, un mot qui est très simple, c'est le respect. Je crois qu'il faut respecter cette Assemblée. Il faut en comprendre l'histoire. On n'est pas là pour perpétuer l'image du Sénat telle qu'elle a été dans le passé. Moi, je suis pour un bicamérisme qui se rénove, pour un Sénat qui évolue. Je pense que nous avons commencé à impulser une autre manière de vivre le bicamérisme. Voilà. Donc, être à la fois très rassembleur, et puis en même temps être fortement ancré dans des convictions. Parce que ceux qui ne sont que dans le consensus ou qui ont une vision très lisse de la politique, je crois, sont parfois assez inutiles. Peut-être la dernière question, Monsieur le Président. Au mois d'octobre prochain, Jean-Pierre Bel, il fera quoi? Il y a une vie après la politique? Il y a une vie après la politique. Vous avez des projets? J'ai eu une vie avant, vous savez. Oui. J'ai même été un peu pisciculteur, directeur de station de ski, j'ai enseigné du droit. Vous avez peut-être une idée en tête? Et j'aurai une vie après. Et le problème, c'est que j'ai plusieurs idées en tête. J'ai plusieurs idées en tête qui, pour l'instant, n'ont pas
pris le pas l'une sur l'autre. Rien à voir avec la chose publique? Je n'ai rien décidé. La chose publique, j'espère que ça aura à voir avec la chose publique. Mais je ne serai candidat à aucun autre. Oui, vous avez dit pas de fonction élective dans votre interview au Monde. Oui, je ne sais pas être conseiller municipal. Je ne serai pas candidat à une élection. D'accord, quelle qu'elle soit. Mais j'ai envie de faire des choses et je serai actif. Et l'heure de simplement me prélasser dans une vision contemplative de mon existence n'est pas venue. Donc, si je vous disais, vous pourriez encore servir l'État d'une autre façon, vous ne diriez pas forcément non? Ça, si l'occasion m'en est donnée, je ne dirais pas non. Je ne rentrerai pas au gouvernement. Voilà, il faut que je balaye déjà un petit peu. Quand on a été président du Sénat, je pense que c'est une fonction magnifique, je voudrais le dire, c'est passionnant, j'ai vécu ça avec beaucoup d'enthousiasme et malgré les difficultés, mais qui sont des difficultés inhérentes à notre Assemblée, ça a été vraiment, non pas une expérience, mais un moment de vie formidable. Et c'est pas pour partir sur un autre mandat électif ou une fonction comme celle-là. Mais vous savez, moi, vous me dites, est-ce que si on vous propose de servir l'État, vous direz oui? Oui. Si on me propose de servir mon pays, je dirais oui, bien sûr, mais vous aussi, Gilles. Peut-être. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà pour cet entretien exclusif accordé à Public Sénat et enregistré cet après-midi. On continue cette édition spéciale avec notre débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat, vous l'aurez compris, consacré à ce mini-séisme politique au sein de la Haute Assemblée avec cette annonce surprise de Jean-Pierre Bel qui renonce à la vie politique avec nos invités ce soir. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de l'Oise, vous êtes également porte-parole du Parti socialiste. Avec nous également sur ce plateau, Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de la Mayenne. Merci d'être avec nous. Laurence Rossignol, quelle est votre réaction? Est-ce que vous étiez au courant de l'intention du président Jean-Pierre Bel de se retirer? Écoutez, j'étais au courant, non. Enfin voilà, pas dans des délais qui me permettraient de dire ça. Mais ça ne me surprend pas tellement en fait de lui. À la fois, on est tous un peu surpris, mais ça lui ressemble assez bien. C'est assez cohérent avec son parcours politique, son parcours de président. Jean-Pierre Bel fait quand même partie des sénateurs qui ont voté la loi limitant le cumul des mandats. Pas tous les sénateurs n'ont pas voté, mais lui, il l'a voté. Et il s'applique une autre forme de limitation du cumul, c'est la limitation du cumul des mandats dans le temps. Et je crois que c'est éminemment respectable et que quand il fait ça, il est en phase avec le pays et avec ce que les citoyens attendent justement des hommes et des femmes politiques. Et en fait, il continue de faire ce qu'il a commencé, c'est-à-dire de faire changer le Sénat. Voilà, un président qui dit à un âge, enfin comment dire, il n'est pas vieux. Voilà, il n'est pas vieux, il a fait 16 ans de sénateur, 30 ans de vie politique, et il dit, voilà, moi j'arrête. C'est montrer qu'il continue de porter la rénovation. Il l'a porté en 2011 quand il a gagné la présidence du Sénat avec une majorité de gauche, et il continue en quittant le Sénat d'être l'homme de la rénovation de la vie politique. Jean Arthuis, que vous inspire cette décision personnelle du président du Sénat? Est-ce que c'est un signe de modernité, comme vient de l'expliquer Laurence Rossignol? Je viens d'écouter Jean-Pierre Bel. Il exprime une sorte de soulagement. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il ait dit à quel point il était triste que Lionel Jospin ait échoué dans sa candidature à la présidence de la République. Mais j'ai souvenir que Lionel Jospin avait dit que le Sénat était une anomalie institutionnelle. Et je m'étonne que Jean-Pierre Bel et cette référence à l'esprit en quelque sorte. Et je me demande si sous sa présidence, il n'a pas fait du Sénat une sorte d'anomalie. Et j'ai de la sympathie pour l'homme. Et il n'est pas suspect d'une hypertrophie d'ego. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais au fond, quand il a été élu président du Sénat, j'ai l'impression qu'il a été victime du système socialiste, parce que son premier cabinet a été constitué par des personnalités dont la vocation était de prendre place dans les équipes de Matignon et de l'Élysée
dans l'hypothèse d'une élection de François Hollande. Autrement dit, on se servait du Sénat pour préparer les cabinets. L'idée que je me fais du Sénat, c'est d'une certaine distance par rapport à l'exécutif, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Et voilà qu'on s'est servi du Sénat pour constituer les cabinets de Matignon et de l'Élysée. Et une fois que ces cabinets ont été constitués, puisque François Hollande avait réussi dans son élection à la présidence de la République, on n'a pas trouvé de majorité au Sénat pour voter des textes essentiels, les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale, la réforme des retraites. Et le Sénat est entré dans une sorte de tunnel. Et j'ai vu mes collègues de gauche comme de droite et du centre un peu déprimés dans ce Sénat qui avait du mal à démontrer quelle était sa valeur ajoutée. Jean Arthuis, on va faire réagir Laurence Rossignol. Jean Arthuis vient de soulever peut-être plusieurs points. Est-ce que le Sénat, la présidence du Sénat était victime du système du Parti socialiste? Et est-ce que le départ de nombreux conseillers, effectivement, pour Matignon, ont affaibli le Sénat? Je trouve ça, je suis plutôt fière, je trouve ça plutôt bien en fait que le directeur du cabinet du président du Sénat ait ensuite été appelé aux fonctions de secrétaire général de l'Élysée. Voilà, René Lemar. Non, on ne se sert pas du Sénat parce que d'abord il s'est écoulé presque un an entre septembre 2011 et mai 2012, enfin un peu moins, 8 mois. Un peu plus, bon, peu importe, pas 8 mois. C'est écoulé 8 mois pendant lesquels d'ailleurs Jean-Pierre Bel et son cabinet ont commencé à réformer le Sénat. Je sais pas, moi j'étais pas à l'époque sénatrice avant 2011, mais j'observais donc la vie politique en tant que personne engagée, mais je n'avais pas de lien particulier avec le Sénat. Je ne garde pas le souvenir de président du Sénat, et sans être discourtoise à l'égard de qui que ce soit, qui est particulièrement marqué avant lui, la vie politique, le Sénat. Et je trouve que la critique en creux que vous formulez à l'égard de Jean-Pierre Bel est à la fois injuste et pas juste. Je ferai cette double critique. Injuste au sens où elle n'est injuste et elle est fausse. Voilà, injuste et fausse. Vous ne pouvez pas contester que son cabinet, son premier cabinet a disparu le jour où François Hollande a été élu. Son premier cabinet a disparu. Quel rapport du Sénat ou un problème de majorité? Ça n'a rien affaibli du tout. Et pendant la période, donc ces 8 mois que j'évoquais, Jean-Pierre Bel, avec son directeur de son cabinet, a mis en œuvre des réformes de modernisation du Sénat qui sont aujourd'hui très importantes dans notre vie quotidienne. Moi, je suis membre de la commission développement durable, par exemple. Cette création a été créée à l'initiative de Jean-Pierre Bel et de la nouvelle majorité du Sénat. La commission de contrôle de l'application des lois, créée, pareil, dans les premiers mois de la nouvelle majorité du Sénat. Quelques petits sujets qui concernent la transparence de la vie politique et qui ne sont pas négligeables. Quand nous avons pris la majorité du Sénat, quand la gauche est devenue majoritaire au Sénat, la réserve parlementaire, et l'ancien président de la commission des finances que vous êtes connaît bien le dossier, la réserve parlementaire est essentiellement distribuée avec des sommes exceptionnellement élevées et accaparées par le président du Sénat, le président de la commission des finances, le rapporteur du budget et quelques dignitaires présidents de commission qui se répartissaient l'essentiel de la réserve parlementaire. Quand Jean-Pierre Bel est arrivé au président du Sénat, il a réparti de manière équitable cette réserve parlementaire entre l'ensemble des sénateurs sans accorder une surcote en fonction du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a mis fin à l'idée que plus tu as de pouvoir, plus tu es riche. C'est une réforme importante et qui aujourd'hui me paraît être durable au Sénat. Quoi que ce soit qui se passe dans les 10 ans à venir. Que pourrais-je dire d'autre? La baisse du budget du Sénat, la baisse du budget de fonctionnement du Sénat, alors pourtant, que les présidents... C'est des points positifs, Laurence Rossignol, mais il y a eu des points négatifs de son bilan, notamment tous ces textes qui étaient rejetés. Vous-même, vous aviez dit que le Sénat creusait sa propre tombe. Donc ce n'est pas Monsieur Arthuis s'étant chargé de faire les points négatifs, je ne peux pas me demander moins que de mettre en valeur les points positifs. Je ne pense pas qu'il le fera lui-même. Après, en ce qui concerne la majorité du Sénat, mais le président du Sénat n'est pas responsable de la majorité. Tout autre que Jean-Pierre Bel aurait eu affaire à la même majorité. Elle est disparate. C'est une majorité de gauche, mais ce n'est pas une majorité gouvernementale. Et puis, vous savez comme moi qu'il y a des groupes au Sénat qui sont composés de manière un peu hétéroclite, éclectique, voilà. Et que sur un certain nombre de dossiers, je n'ai pas été fier du Sénat le jour où le Sénat n'a pas voté la limitation du cumul des mandats, par exemple. Je n'ai pas été fier du Sénat le jour où le bureau du Sénat et tous les UMP
comme un seul homme, membres du bureau du Sénat, ont fait un vote partisan, un vote pour leurs amis et collègues, membres du même groupe qu'eux. Il a été critiqué, Jean-Pierre Bel, sur ce point. Qui pouvait-il? Il aurait peut-être pu donner plus de consignes de vote au groupe parlementaire. Mais je ne partage pas avec M. Arthuis l'idée que le Sénat serait une institution qui serait hors du temps ou du lieu politique. Au Sénat, il y a une droite, il y a une gauche, et la droite du Sénat se comporte de manière extrêmement partisane, extrêmement politique. Et il y a une espèce de double langage qui consiste à nous dire le Sénat doit être un lieu qui soit à l'abri de la conflictualité politique, et en même temps, quand on regarde comment la droite du Sénat fait son boulot d'opposition au gouvernement, à l'intérieur du Sénat, et personne ne lui reprocherait, c'est la démocratie. Elle le fait avec... Je finis juste ma phrase et je vous donne la parole. Et elle le fait parfois avec sérieux, propositions constructives, mais c'est un boulot d'opposition. Donc on va demander au Sénat à la fois d'être hors du temps politique et à l'abri du conflit politique, et en même temps, la droite est complètement dedans. Laurence Rossignol. Le 2 juillet 2013, Jean-Pierre Bel a dressé le bilan de la session parlementaire. Avec une apparente satisfaction le jour même, je lui ai écrit pour lui dire que je ne partageais pas son appréciation. Ce que je reproche au président, et finalement au système, et au système socialiste, c'est de ne pas avoir cherché à sortir le Sénat d'un rôle de clone de l'Assemblée nationale. Nous sommes confrontés à des problèmes majeurs, la montée du chômage, le problème de l'éducation, la difficulté des jeunes à entrer dans le monde du travail. Moi, j'ai rêvé, et je vous avouerai que j'ai eu du mal à le trouver sous des présidences antérieures, que le Sénat soit un lieu où le jeu politicien se calme, s'apaise. Le fait majoritaire, c'est l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, ici, au Sénat, compte tenu de la gravité de la crise et de la situation dans laquelle nous sommes, de sortir des tranchées, des clivages, des conventions de langage, du clonage politicien, du jeu opposition-majorité parfaitement stérile, pour essayer de trouver des consensus sur des sujets de société, que le Sénat soit le lieu où l'on explore l'avenir, où l'on dessine l'horizon. Pour vous, Jean-Pierre Bel n'a pas été l'artisan, justement. Il a peut-être essayé de faire prendre du recul, justement, j'ai eu des échanges avec lui à ce sujet. Je l'ai trouvé désireux de faire avancer cette idée, mais manifestement, il était pieds et poings liés et ne pouvait pas en sortir. Je pense que la gouvernance du Sénat a été de ce point de vue assez défaillante. Et je le regrette. Et nous avons sans doute tous notre part de responsabilité. Moi, j'attends du Sénat qu'il ne soit pas la copie conforme de l'Assemblée nationale, que les jeux traditionnels n'y trouvent pas leur place. Nous sommes, en dépit du public Sénat, bien souvent une sorte de purgatoire médiatique. Et ceci nous prédispose à ce qu'il faut de distance pour nous extraire de ces jeux, de ces petits jeux stériles. Et j'attendais de Jean-Pierre Bel, il a dit qu'il souhaitait le rassemblement, j'attendais qu'il donne des signes pour rassembler plus largement et pour créer les conditions précisément. Quand il a proposé par exemple la commission des finances à l'opposition, ça c'était peut-être un signe de rassemblement. C'était la réplique. Moi-même j'en étais la victime, mais ceci n'est pas grave. Non, vous n'avez pas été la victime, vous n'en avez pas été l'heureux bénéficiaire. Mais à choisir, j'aurais préféré que ce soit vous si on me pose la question. Il y a quand même eu des signes donc de rassemblement et justement de faire de cette assemblée. Le Parti socialiste n'a pas pu sortir de ce jeu de rôle. J'ai bien vu comment ça s'est passé à l'époque, mais ceci n'est pas grave. J'y ai vu le signe que rien ne bougeait, que finalement on reste. On a essayé, on a donné... On restait dans la vision classique, majorité, opposition, très bien. Alors Laurence Rossignol, peut-être Jean Arthuis vient de poser peut-être les jalons de qui va peut-être devoir ou pouvoir succéder à Jean-Pierre Bel. D'ailleurs, il faudra peut-être un profil qui se place au-dessus des partis. C'est ce que vous pensez également pour le successeur de Jean-Pierre Bel ? Les profils qui se placent au-dessus des partis, ça n'existe pas dans la vraie vie politique. Dans la vraie vie politique, nous sommes tous des sénateurs élus sous des étiquettes politiques. Monsieur Arthuis est élu UDI Centre, et je crois que vous appartenez à l'opposition, au gouvernement. Mais ce n'est pas une opposition systématique. Moi aussi, je peux... Quand j'étais dans la majorité, j'étais très critique. Oui, d'accord. Vous êtes quand même dans l'opposition à ce gouvernement. Et vous êtes élu par, avec une étiquette qui est celle d'une formation politique qui est clairement dans l'opposition au gouvernement. Avez-vous perçu le taux d'exaspération des Français ? Oui, mais je ne suis pas sûr que ce que vous disiez ce soir contribue à le faire baisser. Par rapport à nos pratiques de gouvernance. Écoutez, voyez-vous, si on parle de ça, je pense que ce soir, on a un homme politique qui, à 62 ans,
dit, tient un langage assez simple, qui dit voilà, j'arrête, j'ai fait 16 ans, je vais faire autre chose, je m'applique l'idée que je me fais de la vie politique et je ne vais pas finir chevrotant à la présidence du Sénat. Ça, on peut pas dire qu'il ait usé on est là la tous les deux fonction. en train d'en parler et au lieu de saluer ça, au lieu de se dire que Jean-Pierre Bel a été l'homme de la rénovation. Peut-être on aurait pu faire plus, peut-être on va en faire encore mieux. Écoutez, mais ceci dit, elle était... Enfin là, c'est de la langue de bois classique. De dire quoi mais non, vous ne participez pas dans cette discussion ce soir. C'est la modernité, selon vous, Jean Arthuis. Je vous dis qu'il faut que nous puissions créer les conditions au Sénat pour ne pas être la réplique de l'Assemblée nationale. Sinon, ça n'a aucune valeur ajoutée, le Sénat. Êtes-vous d'accord là-dessus? Mais vous-même, vous y contribuez comment? Écoutez, peut-être que n'ayant pas les mêmes contraintes que les députés, n'ayant pas été élus au lendemain de l'élection présidentielle et ayant une dette à l'égard du président de la République qui fait que... Jean Arthuis, Laurence Rossignol, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que cette décision de Jean-Pierre Bel va fragiliser la majorité sénatoriale pour les prochaines écéchéances électorales notamment? Alors, Jean-Pierre Bel avait contribué par le travail qu'il avait fait auparavant à aider la gauche à gagner la majorité sénatoriale en 2011. Je ne crois pas pour autant que le fait qu'il annonce aujourd'hui son retrait en septembre va affaiblir la majorité sénatoriale. La majorité sénatoriale, elle se fera avec les résultats des municipales, d'abord, et ensuite nous verrons qu'est-ce qui se profile pour les sénatoriales. Mais je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a un lien. D'ailleurs, Jean-Pierre Bel a bien fait d'annoncer son retrait avant les élections municipales, parce qu'il n'y a pas de lien entre les résultats du municipal et le retrait de Jean-Pierre Bel de la vie politique. Merci. Ce qui m'a beaucoup gêné, c'est la ligne directe entre le gouvernement et Jean-Pierre Bel. Je pense que le Sénat doit avoir une certaine réserve, une certaine distance par rapport à l'exécutif, quel qu'il soit, pour éviter toute complaisance à l'égard du pouvoir. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Laurence Rossignol, c'est fini. Jean Arthuis, merci beaucoup. Merci. On va parler de l'autre temps fort de l'actualité politique du jour, les enregistrements clandestins de l'ancien conseiller élyséen Patrick Buisson qui plonge la droite et Nicolas Sarkozy dans la tourmente. Nathalie Guilloire. Surveillé, enregistré, difficile d'y croire, mais l'ancien président Nicolas Sarkozy était épié à son insu à l'Élysée et même à la lanterne dans sa résidence présidentielle. Des discussions d'État révélées au grand jour par le Canard enchaîné et le site internet Atlantico à partir d'enregistrements de Patrick Buisson. Exemple, le 26 février 2009, autour d'une table, une réunion se déroule entre proches conseillers de Nicolas Sarkozy. La discussion est de la plus haute importance, il s'agit du remaniement de 2011. Il n'y a qu'une seule personne qui a été dit pour remplacer Fillon. Si tu paies, je m'entends très bien avec la riche. Des secrets d'État, des jeux d'influence révélés au grand public, une centaine d'heures d'écoute existent encore. À droite, on se sent trahi. Patrick Buisson, marqué à l'extrême droite, était un conseiller de l'ombre, un proche au service de Nicolas Sarkozy depuis 2005. Il y a de quoi tomber de sa chaise. J'ai été Premier ministre, j'ai vu pas mal de choses. Ça, j'ai jamais vu ça. D'abord, écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. À gauche également, on est stupéfait, mais pour Harlem Désir, les agissements de Patrick Buisson reflètent la teneur du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est ridiculisé. Il a été écouté par un de ses conseillers qui était payé et qui l'a enregistré à son insu. Et ces enregistrements, ces sons renvoient l'image d'une présidence Sarkozy totalement délétère. Si Nicolas Sarkozy ne porte pas plainte, le Parti socialiste envisage de demander une commission d'enquête parlementaire pour atteinte au fonctionnement de l'État. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Perrine Tarnot. Bonne soirée et à demain.